Bonjour tout le monde, bienvenue à votre premier cours de littérature musicale 3, littérature musicale classique et romantique. Comme le titre peut le laisser entendre, la première moitié de la session va surtout être consacrée au style classique, qu'on appelle plus précisément le style classique viennois, dominé par les figures mythiques, emblématiques et légendaires de Haydn, Mozart et Beethoven. Et la deuxième moitié de la session va être consacrée au romantisme. Donc aujourd'hui, on va parler des origines du style classique, donc de ce courant qu'on pourrait appeler préclassique. La question du style préclassique réfère à une des grandes énigmes de l'histoire de la musique, parce que si on regarde la façon dont Bach compose de la musique dans les années 1740 et la façon dont Mozart compose de la musique dans les années 1780, il est spectaculaire et remarquable de voir à quel point la pratique musicale a changé en 40 ans. Donc il y a énormément de points, de caractéristiques qui vont distinguer le baroque du style classique viennois. Juste rapidement comme ça, et sûrement en faisant plusieurs omissions regrettables, on pourrait mentionner le fait que le style baroque, le style de Bach, est très souvent très contrapuntique, donc basé sur l'idée de la superposition de lignes mélodiques d'importance relativement égale. C'est une pratique dont l'origine est très lointaine et remonte en fait à l'école franco-flamande autour de la fin du 15e siècle. Alors que, évidemment, Mozart représente le triomphe de la mélodie accompagnée, donc une mélodie aussi belle, aussi parfaite, aussi expressive que possible, avec un accompagnement extrêmement efficace, léger, qui se laisse oublier et qui ne sert que à fournir un cadre harmonique dans lequel la mélodie peut pleinement s'exprimer. Donc, passage de... le style baroque utilise parfois aussi la mélodie accompagnée. C'est quand même le baroque qui a inventé l'opéra, mais à l'époque baroque, on avait coexistence des deux types d'écriture. Parfois mélodie accompagnée, surtout dans l'opéra, et souvent un style plus polyphonique. Et même quand le baroque pratiquait la mélodie accompagnée, c'est une mélodie accompagnée qui est quand même plus polyphonique que celle que vont prôner les compositeurs du style viennois. Le simple fait de pratiquer la basse continue au baroque, qu'est-ce que c'est qu'une basse continue? C'est pratiquement une deuxième voix. Ok, elle est moins développée que la première, est moins intéressante que la mélodie, elle est plus prévisible, elle est rythmiquement très répétitive, mais ça reste une ligne quand même. Donc on voit simplement que cette pratique de la basse continue procède d'une tentative de faire quelque chose qui est un peu à mi-chemin entre la mélodie accompagnée et la polyphonie, parce que l'accompagnement lui-même est constitué avec des voix. En contraste, si on regarde la musique de Clementi ou de Mozart ou de Haydn, très souvent, la mélodie à la main droite du piano va être accompagnée par des accords brisés qu'on appelle souvent des basses d'Alberti et qui ne constituent pas des lignes. Une basse d'Alberti, c'est une espèce de tapisserie harmonique, c'est un background, c'est des accords, c'est des arpèges. Ça n'a pas à proprement parler l'apparence d'une ligne mélodique à proprement dit. Donc voilà, style baroque plus polyphonique, style classique beaucoup plus axé sur la mélodie accompagnée. Style baroque très monothématique. On se souvient des mouvements, des suites baroques basées sur des rythmes de danse. Toutes ces pièces instrumentales baroques, les menuets, les gigues, les sarabandes, etc., sont l'immense majorité du temps de forme binaire avec reprise et monothématique. Il y a une idée au début de la partie A, c'est la même idée au début de la partie A', mais dans une autre tonalité. On a sans doute modulé à la dominante ou relatif majeur si on était en mineur. Et c'est comme ça que la pièce fonctionne. Il y a un thème important. On peut introduire des petites idées thématiques secondaires, notamment dans un cadre de cadence. On peut avoir des petits thèmes cadentiels, ce qu'on pourrait appeler des thèmes de fermeture ici et là, mais les mouvements reposent sur une idée thématique centrale, alors qu'évidemment le style classique va amener la forme sonate classique, la forme allegro de sonate, avec son exposition, son développement, sa réexposition, ces deux thèmes principaux dans des tonalités différentes, qui peuvent souvent être séparés par un
thème de transition est complété par des thèmes de fermeture à la fin. Donc on utilise le mot bithématique pour qualifier l'organisation interne d'un allegro de sonate, mais au fond, c'est pas tellement vrai. Il n'y a pas beaucoup d'allegro de sonate dans lesquels il y a juste deux thèmes. En incluant les thèmes secondaires, on a facilement 4, 5, 6 thèmes dans un allegro de sonate. Donc voilà, un autre changement fondamental du monothématisme vers le bithématisme. En parallèle avec ça, on observe un passage général, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais une tendance de fond des formes binaires vers les formes ternaires. Donc les mouvements des suites baroques sont très souvent de forme binaire avec reprise, A, reprise, A', reprise, merci, bonsoir. Alors que les mouvements des sonates classiques, les mouvements sont moins nombreux, mais vont être plus développés, notamment parce qu'ils sont bithématiques et de forme ternaire. L'allegro de sonate, par exemple, exposition, développement, réexposition, on a au moins 3 sections. Et si on s'appelle Beethoven, on va compléter avec une coda qui est souvent très développée, très complexe, et qui a souvent été comparée même à un deuxième développement. Donc on a 4 sections. Le rondo sonate classique A, B, A, C, A, B, A, on a 7 sections là-dedans. Mais on peut voir le rondo classique aussi comme une forme ternaire, parce que si on considère ABA comme une chose en soi, on a un ABA au début, on a un ABA à la fin, puis on a notre gros C au milieu. Donc encore là, on a 3 sections principales. Au fond, le rondo classique de sonate est un peu comme une forme de ABA dans un ABA, comme des poupées russes, si vous voulez. On a un grand ABA dont le A est lui-même un petit ABA. Donc ça donne ABA C, qui est la section centrale contrastante, ABA. Toujours est-il que ces formes ternaires vont beaucoup plus être mises de l'avant par les compositeurs classiques. Ils sont intéressés à mettre moins de mouvements dans leurs œuvres. Il y a moins de mouvements typiquement dans une sonate classique que dans une suite baroque, mais les mouvements sont plus développés parce que le style classique est beaucoup un style, une science du développement. On va prendre des idées très simples. Vous ne pouvez pas imaginer une idée musicale plus simple que le motif initial de la 5e symphonie de Beethoven. Et l'idée, c'est de prendre quelque chose d'extrêmement simple et de le développer pratiquement à l'infini. Donc voilà, passage des formes binaires aux formes ternaires, on a bien sûr beaucoup de changements au niveau de l'instrumentation. On va voir avec le style classique viennois apparaître le piano forte, qui va devenir éventuellement le piano tout court. Mais donc, c'est le début du déclin du clavecin au profit d'instruments à marteau, comme le piano, qui sont capables justement de beaucoup plus de subtilité dans l'attaque et de beaucoup plus de nuances. Cette idée de nuance est très importante parce qu'on la met en lien avec l'apparition des nuances graduées, qui est une autre caractéristique importante du style classique. La musique baroque faisait souvent des nuances par paliers, qu'on appelle parfois nuances en terrasse. Si on pense à un concerto baroque, il y a des moments où tout l'orchestre joue, puis c'est forté, puis ensuite quelques musiciens jouent, puis c'est piano, tout l'orchestre joue, quelques musiciens jouent. Donc ça donne une courbe dynamique un peu comme des créneaux de château, si vous voulez. De même, si on s'appelle Bach, puis on joue de l'orgue, ben des fois on joue sur un registre, puis ensuite on change de clavier, puis on change de clavier, puis ainsi de suite. Et certains registres sont plus puissants que d'autres, allô les chiens. Donc, on a encore une fois ces nuances par palier. On a cette alternance entre des passages forts et des passages doux, mais il n'y a pas vraiment dans le style baroque d'exploration, comment dire, consciente et assumée du passage graduel d'une nuance piano à une nuance forte. Ça ne veut pas dire que les musiciens baroques ne faisaient pas de nuances. C'est clair que si on joue du violon, si on joue du hautbois, puis qu'on joue un mouvement lent, on va beaucoup chercher à imiter les inflexions de la voix humaine. Donc, on peut faire des crescendo, des diminuendo, etc. Mais ce n'est pas écrit dans la partition, puis on pourrait dire que ça ne fait pas partie intégrale de l'idée musicale elle-même. Ça fait partie de ces choses qui sont laissées à la discrétion de l'interprète. Le but du compositeur étant de soumettre une idée mélodique, rythmique et harmonique qui va être interprétée par l'interprète. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'à l'époque baroque, les interprètes se permettaient énormément de liberté dans l'interprétation
des œuvres musicales. Plusieurs compositeurs se plaignent au XVIIIe siècle, au XVIIe, que les interprètes, quand ils font les reprises, mettent tellement d'ornementation et de changements dans la musique que des fois ils ont de la misère à reconnaître leurs pièces. Donc évidemment, on est très loin de ça aujourd'hui, avec cette espèce de véritable culte qu'on voue à la partition écrite et au respect des intentions du compositeur. On est peut-être allé dans l'autre extrême. Mais c'est pour vous dire que la musique baroque permettait à l'époque beaucoup plus de liberté aux interprètes que ce que l'on se permet aujourd'hui. Donc oui, des changements liés à l'instrumentation. On va voir dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle une importance de plus en plus grande accordée aux instruments à vent, d'où va découler un nouveau concept qui est celui d'orchestre symphonique. Donc l'orchestre baroque était vraiment dominé par les cordes, c'était des cordes frottées et des cordes pincées parce qu'on avait un clavecin ou un luth qui faisait le continuo, qui réalisait les basses chiffrées et ainsi de suite. On pouvait à l'occasion avoir flûte douce ou au bois ou ainsi de suite, mais l'essentiel de l'orchestre baroque c'est des instruments à cordes frottées, cordes pincées. À l'époque de Haydn, on commence à prôner une orchestration différente, dans laquelle les instruments à vent vont jouer un rôle de plus en plus grand. À l'époque de Mozart, on a la clarinette qui est un nouvel instrument pour lequel on va commencer à écrire du répertoire. D'ailleurs, Mozart a écrit un des premiers concertos pour clarinette. Et tout ça s'inscrit dans une optique générale de valorisation de plus en plus grande des instruments à vent. Pourquoi? Entre autres parce que le style classique favorise beaucoup les contrastes. Donc on va avoir des contrastes à tous les niveaux. Une forme allegro de sonate, c'est une étude de contraste. On a souvent deux thèmes de caractère et de tonalité contrastants. Un thème plus rythmique, un thème plus lyrique, un thème à la tonique, un thème à la dominante, un thème fort, un thème doux, un thème plus détaché, marcato, un thème plus legato. Tout ça procède d'une recherche des contrastes et donc quand on va écrire pour orchestre, on va rajouter cette dimension supplémentaire de contraste timbral. Un thème de la symphonie peut être joué par les violons et l'autre thème par les bois, par exemple. Donc, tout ça renforce cette idée que autant le style baroque est souvent préoccupé par la recherche d'unité, autant le style classique va beaucoup chercher l'idée des contrastes. Et on peut déjà un peu faire un scoop, puis vendre une idée importante de la deuxième moitié de la session, c'est que le romantisme, en quelque part, va simplement poursuivre cette logique de contraste, mais à l'extrême. On va aller dans des contrastes de plus en plus violents, de plus en plus dramatiques, de plus en plus spectaculaires, contrastes de tempo, contrastes de nuances, on va aller du 3P au 3F et ainsi de suite. Mais donc, l'esthétique romantique en musique est à plusieurs égards une espèce d'exagération, si on veut, des caractéristiques fondamentales du style classique viennois, qui lui-même se démarque du style baroque. On a vu que le baroque est pas... En fait, le style classique n'est pas vraiment une prolongation du style baroque, mais plus une recherche de quelque chose d'autre. Monothématisme devient bithématisme, forme binaire devient forme ternaire, instrumentation plus homogène devient instrumentation plus contrastée, polyphonie devient mélodie accompagnée. Donc il y a vraiment un contraste, c'est le cas de le dire, marqué entre le baroque et le classique, alors que la transition du style classique au romantisme est plus, pour employer une expression cinématographique, une espèce de fondu enchaîné. Il n'y a pas de césure aussi claire qu'entre le style baroque et le style classique. Ce qui nous ramène à notre question initiale, comment en 40 ans a-t-on pu passer de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach aux sonates de piano de Wolfgang Amadeus Mozart? C'est une très importante question, et pour y répondre de façon articulée et intelligente, on doit d'abord prendre une gorgée de café, parce que ça aide les neurones à fonctionner à leur plein rendement, ou du moins j'aime à le croire. Donc voilà, un élément de réponse vous est fourni dans vos notes de cours. Je n'ai pas la page par cœur, mais c'est Willy Appel qui nous rappelle certains faits historiques importants, notamment que le baroque a ceci de très particulier, que c'est un courant esthétique qui connaît son apogée à sa toute fin. L'apogée du style baroque, c'est Bach puis Handel, puis après il n'y a plus rien. Ce qui est en soi tout à fait inhabituel, parce que
généralement, les courants esthétiques suivent une espèce d'évolution en courbe, en forme de cloche. Il y a comme un essor, puis là, il y a un apogée, puis là, il y a un déclin. Mais le baroque n'a jamais connu de déclin. Il y a l'apogée avec, justement, Jean-Sébastien Bach puis Handel, et juste après, pouf, on est rendu dans le style galant, puis Haydn, puis Mozart, puis ainsi de suite. Donc, l'apogée du baroque est extrêmement tardif, et ça aide à expliquer le changement brutal d'un style à l'autre parce que à l'époque même de Bach et Handel, il y a plein d'autres choses qui se faisaient en termes de musique. Il y a plein de nouvelles idées, il y a plein de nouvelles approches esthétiques qui étaient en gestation puis en développement et dont on entend moins parler parce que ces compositeurs-là sont souvent dans l'ombre de Bach et Handel. Et d'ailleurs, souvent, les compositeurs de transition sont moins connus. Il y a une exception notable, bien sûr, c'est Beethoven qui fait la transition entre le style classique puis le romantisme, mais même dans la foulée de Beethoven, il y a d'autres compositeurs qui sont très importants dans la mise en place de l'esthétique romantique et dont on entend très peu parler. Un compositeur comme John Field, par exemple, est le précurseur direct de Chopin, et pourtant John Field, c'est pas une figure extrêmement connue. Donc souvent, c'est ça, les compositeurs qui se situent un peu entre deux esthétiques, qui sont assis entre deux chaises, sont pas des compositeurs qui ont les grandes faveurs des salles de concert puis du grand public mélomane, entre autres parce que leur production est souvent vue comme moins poussée ou moins avancée ou moins parfaite, ou reflétant de façon moins efficace les idéaux esthétiques à venir que celles de leurs successeurs. On peut comprendre, quand vous aurez écouté des symphonies de Stamitz, vous pourrez concevoir le très grand rôle historique que ces œuvres-là ont joué, mais à peu près personne va avoir envie d'écouter une symphonie de Stamitz s'il peut par ailleurs écouter une symphonie de Mozart ou de Haydn. Les symphonies de Mozart ou de Haydn sont beaucoup plus riches, complexes, expressives, esthétiquement satisfaisantes et ainsi de suite. Donc ces pauvres compositeurs de transition sont dans un rôle un peu ingrat parce que leur présence est absolument essentielle pour que les choses changent en musique, mais en même temps, ils sont beaucoup moins connus que leurs illustres successeurs. Donc, deuxième raison pour laquelle on passe si rapidement du style baroque au style classique, c'est qu'il y a toute une génération de compositeurs pré-classiques dont on entend très peu parler, mais qui vont préparer le terrain ou mettre la table, si vous voulez, pour les Haydn, pour les Mozart, pour les Beethoven qui vont suivre. Ces compositeurs classiques, pré-classiques-là, ont eux-mêmes des inspirations, des précurseurs. Il y a des choses dès le début du 18e siècle qui tendent nettement à laisser entrevoir les développements à venir. Je pense par exemple à François Couperin. Donc les pièces pour clavecin de Couperin sont souvent très, comment dire, c'est des œuvres à programme, il y a des titres descriptifs, c'est des œuvres très imagées, très contrastantes. D'ailleurs, Couperin décide de regrouper ces pièces non pas en suite, mais appelle ça des ordres. Donc il prend des petites pièces éparses, il les met en ordre, et ça c'est son premier ordre, son deuxième ordre, etc. Et ces pièces-là, contrairement aux suites baroques, ne sont pas vraiment basées systématiquement sur des rythmes de danse. Elles sont beaucoup plus basées sur des programmes, des idées, des images, des idées extra-musicales, des personnages, des gens qu'il a connus, dont il va faire des espèces de portraits musicaux et ainsi de suite. Donc la musique de Couperin préfigure ce qu'on va appeler le style galant. Et le style galant, c'est un des styles majeurs qui va donner naissance au style classique viennois. Donc vous avez ces compositeurs-là qui vivent à l'époque baroque, qui chronologiquement sont rattachés au baroque, parce qu'ils vivent un style, c'est pas juste, comment dire, un style, mais c'est aussi une période. Donc, chronologiquement, Couperin est baroque, mais stylistiquement, il n'est pas si baroque que ça. Stylistiquement, Couperin est beaucoup plus proche du style pré-classique. On pourrait dire la même chose de Domenico Scarlatti. Scarlatti va écrire des centaines de sonates pour clavier. Lui, il les écrivait pour le clavecin. Souvent, aujourd'hui, elles sont jouées au piano.
Et ces sonates-là reflètent finalement assez peu le style baroque. C'est pas très contrapuntique, l'écriture est très allégée, c'est de la mélodie accompagnée avec un accompagnement très léger, très efficace. C'est des sonates en un seul mouvement, donc c'est pas basé sur le concept de la suite baroque. C'est des sonates dans lesquelles il y a plusieurs idées thématiques qui viennent se télescoper, donc ça anticipe beaucoup plus le bithématisme classique que ça ne reflète le monothématisme baroque. Donc vous avez ici deux compositeurs, François Couperin et Domenico Scarlatti, qui vont beaucoup écrire pour le clavier et dont les pièces s'apparentent beaucoup plus à une forme de style préclassique qu'au style baroque lui-même. Un compositeur comme Pergolèse va composer un tout petit opéra, un entr'acte, un opéra de poche d'une vingtaine de minutes qui s'appelle La Serva Padrona, la servante maîtresse, et qui est très vivant, très vif, très spirituel, très chantant, très mélodie accompagnée, très drôle, et dont l'esprit est beaucoup plus proche des opéras de Mozart que des opéras baroques de Handel, par exemple. Donc vous avez plusieurs de ces cas de compositeurs préclassiques qui ne sont pas des noms très connus, mais qui mettent en place des idées nouvelles, idées qui vont être reprises par un compositeur comme Haydn, qui va s'inspirer de tout ce qui se fait à son époque, de n'importe quelle partition sur laquelle il est capable de mettre la main. Et Haydn va, au fil des décennies, faire une espèce de lente synthèse de tous ces courants préclassiques et donner naissance, si on veut, au style classique viennois. Donc, vous avez ces compositeurs de transition qui vont littéralement générer la matière première à partir de laquelle va émerger ce style classique viennois. OK. En parallèle à ça, tiens, non, pour poursuivre avec cette idée de compositeur de transition, on pourrait parler des fils Bach. Jean-Sébastien a eu plusieurs fils qui vont pratiquer le métier de musicien. Il y en a trois qui sont plus connus, et sur les trois plus connus, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. Les trois musiciens connus parmi les fils Bach sont Wilhelm Friedmann, Carl Philipp Emanuel et Johann Christian. On s'intéresse moins historiquement à Wilhelm Friedmann, entre autres parce que Wilhelm Friedmann, c'est l'aîné, et c'est celui dont le style s'apparente le plus à celui de son père, celui de Jean-Sébastien. Donc, pour ce qui est d'étudier l'émergence du style classique viennois, Wilhelm Friedmann n'est pas le plus riche, pas le plus gratifiant des fils Bach à étudier. Carl Philipp Emanuel et Johann Christian sont beaucoup plus des compositeurs de transition qui amènent des nouvelles idées, des nouveaux styles, une nouvelle esthétique et dont les travaux laissent anticiper le style classique viennois. Parce qu'au fond, il y a deux courants, il y a deux branches, il y a deux styles qui se développent en parallèle et que Haydn va combiner pour donner naissance au style classique viennois. Les deux styles en question vont s'appeler le style sensible et le style galant. En gros, le style sensible est très expressif, mais formellement un peu tout croche, et le style galant est formellement très construit, très rigoureux, très logique, très clair, mais expressivement des fois un petit peu quétaine ou superficiel. Donc, l'idée est que Haydn va combiner le caractère expressif du style sensible avec la rigueur formelle du style galant et le côté agréable de sa musique pour créer le style classique viennois. Donc ces deux courants-là, style sensible et style galant, sont au fond les deux courants que vous devez vraiment comprendre si vous voulez figurer quelles sont les origines du style classique viennois. Le style sensible, en un mot, c'est un style pré-romantique. Ça laisse déjà entrevoir ce que va être le romantisme, parce que le romantisme est au départ un courant typiquement allemand, et il tire ses origines dans la littérature, notamment la littérature du troisième tiers du XVIIIe siècle, à partir des années 1760, 1770, 1780. Il va y avoir un nouveau courant en littérature allemande qui se développe surtout dans la poésie et le théâtre.
Et ce courant-là va s'appeler Sturm und Drang. Sturm, c'est très semblable au mot storm en anglais, ça veut dire tempête. Et Drang, c'est très semblable au mot drame en français, et ça veut dire drame. Donc, tempête et drame. Vous voyez déjà le programme, ça requiert très certainement une gorgée de café. Et Sturm und Drang, donc, nous présente des œuvres intenses, des œuvres dramatiques, des œuvres où le monde meurt, puis le monde est triste, puis la vie est difficile, puis ainsi de suite. On présente souvent le Sturm und Drang comme une des premières oppositions claires à l'esprit classique des Lumières au siècle du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle prônait un art clair, riche, divertissant, édifiant, moralement défendable, où les bons gagnent à la fin, puis la justice triomphe, puis ainsi de suite. C'est important que l'art ait cette mission éducative et renforce les valeurs morales des gens, d'où l'idée que les bons doivent gagner, que la justice doit triompher, ainsi de suite. Le Sturm und Drang a parfois une vision un peu plus sombre de la vie et va nous présenter des œuvres plus pessimistes. 1776, c'est la date à laquelle Goethe, qui est le premier véritable génie du romantisme allemand, Goethe va publier un roman qui s'appelle Les souffrances du jeune Werther. C'est l'histoire d'un gars qui est follement amoureux d'une jeune fille qui va lui déclarer son amour. La fille est plus ou moins intéressée. Le gars s'en va dans le bois, il se tire une balle, il se manque à moitié, puis il va agoniser pendant 3 jours. Alors, ils ne vécurent pas heureux et n'eurent pas de nombreux enfants. Okay? Les souffrances du jeune Werther, c'est une œuvre qui est sombre, qui est dramatique, qui est passionnée et qui présente justement un aspect de la vie, un aspect de l'expérience humaine qui existe, mais que l'art classique du siècle des Lumières avait tendance à dissimuler. Donc, le Sturm und Drang, ce courant pré-romantique, vient d'une part s'opposer à l'art très clair, très logique et très idéalisé du XVIIIe siècle, et vient également prôner une expression des passions, plutôt qu'une recherche apollinienne des formes parfaites. On se souvient du vieux pendule, Apollon Dionysos en art occidental, prédominance de la recherche des formes parfaites ou prédominance de la recherche de l'expression des drames, des passions et des sentiments. Donc le Sturm und Drang, son simple nom, vient confirmer que ça représente en quelque part un balancement du pendule du côté de Dionysos, du côté du théâtre, du côté des passions, du côté du drame et du côté de l'expression violente des aspects plus sombres de l'expérience humaine. Le Sturm und Drang est un courant spécifiquement littéraire qui va refléter un courant plus global qu'en allemand on appelle Empfindsamkeit, c'est-à-dire sensibilité. D'où cette idée de style sensible. Pourquoi on parle de style sensible? C'est simplement une traduction française du mot allemand Empfindsamkeit pour sensibilité. Carl Philipp Emanuel Bach, le deuxième fils de Jean-Sébastien, s'inscrit tout à fait dans cette mouvance de l'Empfindsamkeit, de la sensibilité musicale. On n'a pas d'enregistrement de Carl Philipp Emanuel, mais on a plusieurs témoignages de ses contemporains qui parlent des improvisations auxquelles se livrait Carl Philipp, et il était virtuellement en transe. Il avait les yeux fermés, il était transporté, puis il faisait des choses très dramatiques, puis à tout bout de champ des silences brusques dans sa musique, des modulations inattendues, une musique très très libre et très individualisée et très subjective. Quand Carl Philipp improvisait, il ne cherchait pas à respecter des règles ou à organiser ses idées musicales selon une forme préétablie. Il était juste en train de vivre des choses, de raconter une histoire avec de la musique et de voir où son improvisation le mènerait. Donc c'est tout à fait dans l'esprit du style sensible, dans l'esprit de l'Empfindsamkeit. Je crois que c'est dans ces improvisations qu'il a dû être le plus à même de
témoigner de cette esthétique-là du style sensible, malheureusement, ces improvisations sont perdues. Donc, ce qui nous reste, c'est sa musique écrite, qui par définition est déjà plus mise en forme, mais dans laquelle on peut néanmoins entrevoir beaucoup de ces caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure, des silences brusques, des modulations inattendues, des contrastes violents, et ainsi de suite. Et c'est tous ces éléments-là qui caractérisent le style sensible et qui en font également un précurseur du romantisme. Et qui, selon moi, marque un point fondamental, essentiel et stratégique dans l'histoire de la musique occidentale, parce que, à partir de Carl Philipp Emanuel Bach, à partir de l'Empfindsamkeit, à partir du style sensible, on cherche non pas à ce que la musique se conforme à des modèles préétablis, mais on cherche à ce que chaque œuvre soit unique, à ce que chaque œuvre soit différente des autres. Et l'art occidental et la musique occidentale est en train de vivre une transformation profonde. On ne verra plus à partir de la fin du XVIIIe siècle de ces compositeurs à la Vivaldi qui peuvent écrire 600 concertos. Oui, Vivaldi a écrit 600 concertos, on en a retenu 4, et sur les 594 autres, on a de la misère à les distinguer tellement ils sont semblables. Donc, Vivaldi a une production pratiquement industrielle de composition musicale, mais il ne cherchait pas à ce que chaque concerto soit différent des autres. Pour lui, écrire un concerto équivalait à suivre une recette. Il y avait une idée très claire de c'était quoi un concerto, comment mettre les idées en forme, puis il pouvait vous en pondre un dans une journée. Donc voilà, à partir du style sensible apparaît cette notion que la musique reflète le compositeur. Et la musique reflète les idées, les émotions, un petit peu peut-être comme on l'avait vu au XIIe siècle avec les troubadours. Le chant d'amour courtois devait refléter quelque chose de très intime, de très personnel et de très original. On voit à la fin du XVIIIe siècle que la musique tend à prendre ce tournant-là. Chaque personne est différente des autres et donc chaque œuvre musicale doit refléter l'unicité et la spécificité de chaque compositeur. C'est un peu l'aboutissement d'un phénomène qu'on a observé tout au long du XVIIIe siècle. Tout au long du XVIIIe siècle, on voit apparaître ce concept de droit de la personne, ce concept de droit des peuples à décider de leur destin, ce concept de réflexion politique sur le pouvoir, la légitimité du pouvoir, l'émergence d'idées républicaines. Donc on tend à valoriser de plus en plus le citoyen et l'individu, plutôt que de le voir simplement comme le sujet d'un roi, d'un souverain, d'un évêque, d'un pape, etc. On voit l'émergence de l'individu, de l'importance de l'individu et des droits de l'individu. Et autant la société s'individualise, autant la musique va s'individualiser, parce que chaque nouvelle œuvre doit être unique, doit être différente des autres, et doit refléter la spécificité et le style de son compositeur. Donc, le style sensible ou Empfindsamkeit amène cette idée que chaque œuvre devrait être unique et différente de toutes les autres. Chaque œuvre devrait être très expressive et on commence à voir la musique non plus comme une façon de rendre les sons agréables à l'oreille. Vous vous souvenez sans doute de cette notion, de cette définition typiquement 18e siècle de la musique comme étant l'art de rendre les sons agréables à l'oreille. C'était de mémoire la définition qui apparaissait dans l'encyclopédie de Diderot. Mais avec l'Empfindsamkeit, avec le style sensible, on voit beaucoup plus la musique comme étant le miroir de l'âme, comme étant une façon de refléter, d'exprimer les émotions, les sentiments, les passions du compositeur, ce qui est une conception beaucoup plus romantique de ce qu'est la musique. Donc on voit apparaître ce style préclassique qui s'appelle Empfindsamkeit, qui est merveilleusement intégré, incarné par Carl Philipp Emanuel Bach. En parallèle à ça, on a un peu l'espèce de complément ou d'opposé. Pensez au yin et au yang, donc deux principes, une dualité de principes à la fois opposés et complémentaires. Donc à l'opposé du style sensible, vous avez le style galant. Donc oui, le style galant cherche à incarner cette définition de la musique comme étant l'art de rendre les sons agréables à l'oreille et reflète tout à fait les idéaux du siècle des Lumières.
clarté, équilibre, symétrie, économie des moyens. On ne cherche pas tant à ce que la musique soit expressive, autant qu'elle soit agréable. En plus, on veut qu'elle soit accessible. Beaucoup de gens au 18e, tous les aristocrates et plusieurs bourgeois aussi, parce qu'il y a une bourgeoisie en train de se développer, vont pratiquer la musique, vont prendre des cours de musique. Les cours de musique font de plus en plus partie de ce qu'on va estimer être une éducation complète. On doit savoir jouer d'un instrument, on doit savoir chanter un peu, danser, etc. Donc, on veut que les œuvres puissent être accessibles, faciles à comprendre, faciles à chanter et facilement reproductibles. Le style galant, contrairement à la musique de Bach ou de Handel, n'est pas une musique destinée à des musiciens professionnels, mais est au contraire une musique qui se veut le plus accessible possible, la plus chantante. Le style galant va justement mettre l'importance sur la mélodie accompagnée, une mélodie aussi expressive que possible, et c'est à travers le style galant, j'ai-tu dit sensible tantôt? En tout cas, c'est à travers le style galant que on va voir apparaître plusieurs des clichés d'accompagnement du style classique viennois, les basses d'Alberti, tous ces motifs, des fois des basses en octave, mais des motifs très très légers, des motifs très dépouillés au niveau de l'accompagnement. C'est ce qu'on retrouve dans le style galant. Donc, le plus jeune des fils Bach, Johann Christian Bach, incarne bien ce style galant. Alors, il y a des choses à dire sur Johann Christian parce que si on regarde sa date de naissance, il est pratiquement d'une autre génération que Carl Philipp Emanuel. Carl Philipp, je l'ai ici, il est né en 1714 et Johann Christian en 1735. Donc il y a 21 ans de différence entre Carl Philipp et Johann Christian. À la limite, Carl Philipp aurait pu être le père de Johann Christian. Et étant donné que Jean-Sébastien était déjà très vieux quand il y a eu Johann Christian, on peut facilement imaginer qu'il a été très peu impliqué dans l'instruction musicale de Johann Christian. Donc autant Wilhelm Friedmann, l'aîné, a un style qui ressemble beaucoup à celui de son père, autant Johann Christian a à peu près aucune caractéristique du style musical de Jean-Sébastien dans sa musique. Johann Christian est vraiment porté vers les nouvelles idées, les nouvelles choses, les nouvelles tendances, la musique très légère, la musique agréable, la musique de style galant ou rococo, la mélodie accompagnée, mais en même temps la mise en place de nouveaux genres musicaux. Johann Christian est un très grand pionnier du concerto de piano, ce qui est un nouveau genre à l'époque. Donc on invente des nouvelles choses et on met de côté l'héritage baroque pour justement créer des choses un peu plus originales, différentes, moins denses et plus chantantes, plus agréables à l'oreille. Johann Christian est un compositeur fascinant, entre autres parce que c'est une sorte de caméléon. Dans son enfance, il est en Allemagne, il s'appelle Johann Christian Bach, il va déménager en France, il va changer à la fois son nom et sa religion. Donc en France, il devient catholique, il se fait appeler Jean Chrétien Bach, et ensuite il va déménager en Angleterre, puis là il devient John Christian Bach, et il devient anglican. Et donc, etc. C'est vraiment une espèce de compositeur caméléon qui se fond comme ça dans son environnement. Mais donc, retenez trois choses de Johann Christian Bach. D'abord, c'est un très bon représentant du style galant ou rococo. Des fois, on emploie ce mot-là aussi. Il est un grand pionnier de la mise en place du concerto de piano. D'ailleurs, vous avez votre audition numéro 6, qui est un premier mouvement d'un concerto piano forte de Johann Christian, pour voir justement comment sonne sa musique. C'est joué sur un piano d'époque, donc ça sonne un petit peu comme une espèce de piano jouet. C'est sûr que les pianos forte du milieu du 18e n'avaient pas du tout la résonance, le soutenu, la puissance des pianos modernes avec leur cadre en acier puis leur tonne de tension dans les cordes. Donc ça a un tout petit son très délicat, mais que je trouve qu'il y a beaucoup de charme aussi. Et la troisième chose importante que je voudrais que vous reteniez de Johann Christian, alors qu'il est devenu John Christian Bach et alors qu'il vit à Londres,
il va recevoir de la visite. Il est installé à Londres et pendant plusieurs mois, il va recevoir la visite d'un violoniste et chef d'orchestre et compositeur autrichien qui s'appelle Leopold Mozart et qui est en voyage en Angleterre avec sa fille et son fils, le petit Amadeus. Et donc, Johann Christian va pendant plusieurs mois donner des leçons de composition et d'écriture au petit Amadeus Mozart. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va devenir historiquement significatif, c'est que on verra dans le cours sur Mozart que Mozart a beaucoup voyagé, qui va s'inspirer de plusieurs styles et compositeurs différents, notamment l'opéra italien, le bel canto et ainsi de suite, mais aussi le style galant merveilleusement incarné par Johann Christian Bach. Donc, Bach, à travers Mozart, va devenir vraiment une des espèces de figures emblématiques du style galant. Donc, beaucoup des compositions de Mozart qui reflètent le plus le style galant reflètent en même temps l'influence et sans doute les leçons qu'il a reçues avec Johann Christian Bach. Donc ça, c'est pour nos deux fils Bach. Carl Philipp Emanuel, style sensible, très expressif, très subjectif, très libre, très pré-romantique. Une musique remplie de surprises, de silences abrupts, de modulations inattendues, de cadences évitées. Non pas même des cadences rompues, mais des cadences évitées. Il fait 5, puis il s'en va sur 5 d'autres choses, puis oups, il nous amène ailleurs, puis ainsi de suite. Donc ça, c'est très, très Carl Philipp. Et par ailleurs, Johann Christian, très galant, très rococo, très symétrique, très clair, très mélodie accompagnée, très musique comme étant les sons agréables à l'oreille, et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez compris ces deux grands pôles, ces deux grands styles préclassiques, vous avez en même temps compris l'immense importance de Joseph Haydn dans l'histoire de la musique parce que le prochain cours porte sur Haydn et on verra à ce moment-là que c'est Haydn qui va prendre ces deux courants préclassiques-là et en faire la synthèse. Et de cette synthèse va résulter le style classique viennois. Il y a deux grands pôles musicaux, des pôles géographiques, des villes qui vont devenir incontournables dans la scène musicale du milieu du XVIIIe siècle et qui vont être très importantes dans cette transition entre baroque et classique. Les villes sont Mannheim et Vienne. Mannheim est une ville qui est célèbre entre autres pour son orchestre. Il y a le prince électeur Karl, comment il s'appelle? Karl Léopold, le prince électeur, bref. Pause. Café. Prince électeur Karl Théodore, c'est en haut de votre page 13 dans vos notes de cours, qui va avoir cette curieuse idée, au lieu de ramasser l'argent des impôts et des taxes de tout le monde pour lever une immense armée et envahir le voisin, il va se dire, je vais prendre cet argent-là, puis je vais me faire un orchestre. Et il se met en tête de constituer le meilleur orchestre d'Europe. Et c'est ce qu'il va faire. Il offre des salaires très intéressants, il attire des musiciens qui viennent de partout en Europe, et il va se construire un orchestre légendaire, le meilleur orchestre d'Europe, un orchestre qu'on a qualifié comme étant une armée de généraux, pour dire que n'importe quel musicien de cet orchestre-là aurait été assez bon pour être première chaise dans l'immense majorité des autres orchestres européens, donc une armée constituée de généraux. Superbe orchestre et il va avoir un compositeur attitré à cet orchestre-là qui va écrire de la musique et c'est Stamitz, Johann Stamitz qui va écrire plusieurs pièces pour l'orchestre. Donc ces pièces-là vont éventuellement s'appeler des symphonies. Et c'est la raison pour laquelle l'école de Mannheim est si importante. D'abord, dans l'orchestre, Stamitz va avoir tendance à privilégier les instruments à vent, davantage. Pas qu'ils vont être plus importants que les cordes vont toujours être plus importants, mais par rapport à ce qui se passe ailleurs, puis par rapport à ce qui se passait au baroque, on donne un rôle nouveau et plus important aux instruments à vent. Pourquoi? Parce qu'on peut.
parce que on a attiré les meilleurs instrumentistes de l'époque. Le problème des instruments avant en Europe, avant l'orchestre de Mannheim, le problème est double. Premièrement, la facture des instruments était un peu approximative, et deuxièmement, il y avait très peu de musiciens professionnels qui jouaient des instruments avant. Donc souvent, la personne qui se ramassait à jouer la flûte dans l'orchestre était en fait le boucher, qui de temps en temps pouvait venir assister aux répétitions, puis ainsi de suite. Donc c'était faux. Okay? Les instruments avant avaient cette réputation de jouer faux et on les utilisait relativement peu, sinon que dans les tutti, puis pour renforcer la sonorité générale de l'orchestre. Mais avec l'orchestre de Mannheim, on va avoir de très bons instrumentistes, des très bons oboïstes, bassonistes, flûtistes, et donc Stamitz va leur donner de plus en plus de lignes, de solos, de mélodies, etc. Donc il y a cette nouvelle valorisation des instruments avant et l'émergence progressive de ce qu'on va éventuellement appeler un orchestre symphonique, dans lequel on a plusieurs familles d'instruments et dans lesquels on va avoir des contrastes de sections, sections de cordes, sections de bois, sections de cuivre éventuellement, avec les corps qui prennent une importance nouvelle aussi. Donc c'est ça, à Mannheim va apparaître l'orchestre symphonique et ce qu'on pourrait appeler la sonate pour orchestre. Comment s'appelle une sonate pour orchestre? C'est une symphonie, tout simplement. C'est la raison pour laquelle Mannheim est si important, et le style de Mannheim est un style très orchestral qui reflète en gros les caractéristiques du style galant. Donc, clarté, équilibre, symétrie, plusieurs idées thématiques dans un même mouvement, abolition de la basse continue, mise en évidence de la mélodie. Donc, beaucoup des choses qu'on avait associées, oui, au style galant, au style de Johann Christian, on va le retrouver dans les symphonies de Stamitz. Vous avez une symphonie de Stamitz, votre audition numéro 4, la symphonie à 8 en mi bémol majeur. Pourquoi on l'appelle symphonie à 8? Parce qu'elle est écrite pour 8 parties. Violon 1, violon 2, alto, violoncelle. Il n'y a pas de partie de contrebasse à l'époque. Hautbois 1, hautbois 2, corps 1, corps 2. Donc vous voyez 4 lignes pour les cordes, 4 lignes pour les instruments avant. Et écoutez la pièce, puis vous verrez que le deuxième thème de la symphonie est joué par les hautbois. Donc vous avez cette idée de contraste tonique dominante, corde, hanche double, et donc ça illustre assez bien cette nouvelle recherche de contraste qu'on va associer à l'école de Mannheim. Vous avez, je crois que c'est en page 13, la liste des caractéristiques qu'on associe à l'école de Mannheim. Étudiez-les attentivement, c'est important, parce que justement, c'est peut-être le premier grand style musical orchestral qui se développe au milieu du 18e et qui tourne la page de façon assez claire sur l'esthétique, sur le style baroque. L'autre ville très importante, c'est Vienne. Et à Vienne, on va davantage subir l'influence du style sensible. On est proche de l'Allemagne, on est proche des écrivains, des poètes, des dramaturges. On a cette idée de musique expressive qui prend de plus en plus d'importance. Et comme à Mannheim, on va prôner les contrastes, mais ça va être des contrastes d'un autre ordre. À Vienne, on va faire des contrastes de caractère. On va avoir par exemple un thème en majeur puis un en mineur, un qui est fort, un qui est doux, mais ils vont avoir comme justement une espèce de caractère contrastant. Et c'est beaucoup ça qu'on va prôner parce que justement ça donne à la musique un caractère plus expressif. Cette idée d'avoir des contrastes émotionnels en cours de route, quand vous écouterez les symphonies de Wagenseil, surtout votre audition numéro 5, le premier mouvement de la symphonie en sol mineur. Le simple fait que ce soit en tonalité mineure, ça tend un peu à suggérer une influence du style sensible. Les musiciens du style sensible vont être plus enclins à utiliser les tonalités mineures que les musiciens du style galant. Le style galant, c'est pratiquement toujours en majeur. On veut que ce soit cute, on veut que ce soit joli, on ne veut pas des affaires où on se tord les tripes. On veut rendre les sons agréables à l'oreille et cet impératif stylistique et esthétique passe souvent par l'utilisation de tonalités majeures. Entre autres parce que les harmoniques naturelles nous donnent une triade majeure. Donc
mode majeur est plus consonant que le mineur. Étant plus consonant, par définition, il sonne mieux, il est plus agréable à l'oreille. Bon, évidemment, c'est très beau aussi le style mineur, mais on est moins dans la recherche des formes harmonieuses et parfaites si on écrit en mineur, et on est plus dans cette dimension de la recherche de l'expression, de la tristesse, de la nostalgie, de la mélancolie, etc., etc. Donc, Wagenseil, École de Vienne, symphonie en sol mineur, style sensible. Alors que Stamitz, symphonie en mi bémol majeur, École de Mannheim, reflète davantage le style galant. Évidemment, c'est des couleurs primaires, ça. Style galant, style sensible. Il ne faut pas penser que la vie est aussi dichotomique, puis qu'une pièce est ou bien galante ou bien sensible. Si c'est des couleurs primaires, on peut les mélanger, puis on peut, dans certaines œuvres, avoir un mouvement qui est peut-être plus galant, puis un autre qui est plus de style sensible, puis etc. Donc, je ne voudrais pas que vous érigiez des barrières conceptuelles entre ces styles-là, mais plutôt que vous les voyez comme moi, comme justement des couleurs primaires que le compositeur peut mettre sur sa palette, puis dont il va s'inspirer à différents degrés par la suite. Je pense que ça fait un petit peu le tour de la question des oppositions. Okay? Pour comprendre le style préclassique, vous avez ces oppositions à figurer. Opposition entre style galant et style sensible. Opposition mais complémentarité entre Mannheim et Vienne. Opposition entre Carl Philipp et Johann Christian. Opposition entre l'art de rendre les sons agréables à l'oreille versus l'art d'exprimer des sentiments avec les sons. Ce qu'il y a de commun à tout ça, c'est la recherche des contrastes. Parce que le style galant à Mannheim, comme le style sensible à Vienne, vont chercher les contrastes, mais pas de la même façon. Dans une œuvre de style galant, on va avoir un contraste, par exemple, au niveau des tonalités. On a un thème à la tonique, puis l'autre à la dominante. On a un thème aux cordes, puis l'autre au vent. Mais ils peuvent être de caractère très similaire, de caractère galant, de caractère agréable à l'oreille. Tandis que dans le style sensible, dans le style viennois, les caractères vont changer. Et on avait besoin des deux pour éventuellement arriver à Haydn, puis au style classique viennois, parce que l'idée de base du bithématisme viennois, c'est d'avoir des thèmes de tonalité et de caractère contrastants. Si vous pensez à la cinquième de Beethoven, votre premier thème en do mineur est très dramatique, votre deuxième thème en mi bémol, il est très serein, il est très lyrique, il est de caractère complètement différent par rapport au thème 1. Donc c'est pas juste une idée de contraste de tonalité, mais il y a cette idée de contraste de caractère qui va devenir de plus en plus marquée à mesure qu'on avance dans le style classique viennois. C'est plus important chez Beethoven que chez Haydn, cette idée de contraste de caractère, et c'est ce qui rend Beethoven plus proche du romantisme, c'est que le contraste de caractère est tellement fort qu'on en arrive à cette valorisation des extrêmes qui va être typiquement romantique. Donc voilà, je pense qu'on fait un petit peu le tour du grand panorama des influenceurs du style classique viennois, pour utiliser un terme un peu contemporain. Mais donc, assurez-vous que vous êtes capable de figurer où arrivent ces compositeurs-là par rapport à l'échiquier stylistique du 18e. Où on peut situer Carl Philipp versus Johann Christian, où on peut situer Stamitz par rapport à Wagenseil, et comment tout ça va être récupéré et intégré par Joseph Haydn, et ce sera le sujet de notre prochain exposé. D'ici là, stay safe, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très bientôt.